on va passer au deuxième point de notre émission. Le mercredi 21 février, les députés étaient réunis pour l'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, mais ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est le débat autour de la correction du code électoral et probablement de la modification de la Constitution. Avec les différentes concertations de Patrice Talon avec les partis politiques, on aurait pensé une rentrée paisible parce qu'on aurait pensé qu'ils ont eu le temps de rapprocher les points de vue. Malheureusement, on a vu des étincelles à l'ouverture de cette session. Vigile, pourquoi, selon vous, les députés ont eu du mal à s'entendre autour de l'ordre du jour le mercredi passé? Oui, il ne pourrait en être autrement. Les enjeux sont aussi grands. Donc, le chef de l'État qui les réunit, ça, ce n'est pas pour changer quelque chose. Au contraire, c'est pour ajouter justement à cette polémique, ce que vous avez vu à la rentrée parlementaire, enfin, à l'ouverture de la session extraordinaire. Donc, pour moi, c'est de bon ton, c'est normal, c'est le Parlement qui s'exprime ainsi et qui doit s'exprimer de cette manière-là. Mais il faut dire que l'incident qui a été, on va dire, à la base de ceci, c'est à l'article des démocrates qui, à l'ouverture de la session, ont déposé maintenant leur proposition à eux à inscrire à l'ordre du jour, ce qui ne devrait pas être. Logiquement, ils auraient dû déposer, n'est-ce pas, leur proposition avant l'ouverture pour que cela soit enrôlé comme les deux points que vous avez cités tantôt, à savoir la révision de la Constitution, la proposition de révision de la Constitution et la proposition de relecture du code électoral. Parce que vous savez que nous sommes aussi au Bénin, nous sommes dans un environnement où les démocrates, oui, les opposants sont à l'étroit. Et dans un contexte comme ça, où vous ne pouvez compter que sur vous-même, je crois que vous prenez toutes vos dispositions pour ne pas laisser d'ouverture à vos adversaires. Mais cela dit, cela a été fait et heureusement, le président de l'Assemblée nationale a pu ramener la balle à terre en disant qu'il n'a pas encore pris connaissance de ce qui a été déposé. Et quand il va le faire, si c'est toujours par rapport au sujet à l'ordre du jour, ils vont pouvoir combiner comme à l'habitude, comme la pratique au Parlement. Donc, c'est lundi, c'est demain que, on va dire, les vrais débats vont commencer parce que j'imagine qu'ils vont continuer à parler de la relecture du code électoral et de la révision de la Constitution. C'est demain que les bonnes choses vont commencer pour parler ainsi. En attendant, donc, on a toujours le regard sur le Parlement. Sur cette question technique, Arémé, vous avez quand même de longues expériences à l'Assemblée. Le fait que les démocrates choisissent d'introduire leur proposition le jour même de l'ouverture, est-ce que techniquement c'était faisable ou pas, Arémé? Bon, je ne sais pas. De toute façon, on peut tout dire, sauf dire que ce sujet est important. Hein? Ce sujet n'est pas important pour l'Assemblée nationale. Parce que la manière, la désinvolture même hein, avec laquelle ça a été géré en plénière montre à suffisance que ce débat-là n'est pas important. La preuve, c'est que quand ils ont fermé, enfin, ils ont arrêté les débats, ils ont tous couru pour aller faire un séminaire parlementaire à Dassa, hein, en toute intimité. Parce que ça, c'est les sujets importants, c'est de cette manière que l'Assemblée les gère. Les sujets importants, l'Assemblée évite le procédural hein, pour faire des débats entre soi où on peut se dire ce qu'on veut sur une certaine période sans risquer d'être, comment l'appelle-t-on, d'obéir au règlement intérieur des débats, voilà, des coulisses. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour la question électorale? On s'est amené en plénière.
Chacun a comploté dans son camp. On vient en plénière, le président de l'Assemblée nationale de son camp a fait le jeu de son camp contre les autres. Et nous avons ce spectacle-là. Parce que qu'est-ce qu'on appelle dépôt? Dites-nous à quel moment on dépose quelque chose à l'Assemblée nationale pour être vu par l'Assemblée nationale. C'est un délai pour déposer un courrier au président. Le président, avant de monter dans la salle, son secrétaire particulier ne lui a pas fait le point. C'est des questions bêtes, hein, basiques. On peut me dire, bon, oui, une heure avant de rentrer en plénière, le président, enfin, il s'isole pour se concentrer ou des trucs comme ça. Je peux comprendre. Hein? Mais si c'est vraiment un sujet d'intérêt, de grand intérêt, et qu'il débarque dans son bureau, même si c'est quelques secondes avant qu'il ne rentre en plénière, ou alors est-ce que c'est en plénière que les autres ont déposé le dossier? S'ils ne l'ont pas déposé en plénière, qu'ils l'ont fait avant la plénière, je ne sais pas à quelle période on doit prendre ça en compte. Enfin, il faudrait être clair pour des questions plus pédagogiques. On pourrait éclairer l'opinion pour dire, écoutez, pour qu'un sujet soit pris en compte, il faut le déposer 3 heures ou bien 3 jours avant le jour du débat pour permettre au président. D'abord, le président n'a pas une étude à faire. Le président, il encaisse les courriers, et surtout pour les courriers du débat parlementaire. Et puis, il fait les annonces en plénière. Il ne dit pas, j'ai reçu un courrier, je l'ai jugé, je l'ai étudié, non. Ce n'est pas le travail qu'on lui demande. Ce n'est pas un courrier adressé à l'administration et que c'est pour les débats parlementaires. Il vient en plénière avec, il les annonce. Maintenant, s'il est dans son camp et qu'il veut faire de la politique politicienne et qu'il fait semblant de ne pas les voir. Vous savez, ce président de l'Assemblée nationale a déjà dit dans ce pays n'avoir pas vu, comment on appelle, le degré portant transmission à l'Assemblée nationale du projet du budget général de l'État, l'avant-projet du budget général de l'État. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Assemblée n'a pas voté son budget, puisque dans la procédure, l'Assemblée devait voter son budget propre, envoyer au gouvernement qu'il intègre dans l'avant-projet du budget général de l'État. Mais le gouvernement n'a pas attendu le budget de l'Assemblée et a fait son conseil des ministres et a transmis à l'Assemblée nationale l'avant-projet. Plusieurs jours après, on vient en plénière. Et c'est plusieurs jours après que l'Assemblée veut se mettre en règle en colmatant les bras, c'est-à-dire en votant finalement son budget pour être conforme au budget général de l'État. Et le président de l'Assemblée dit que lui n'a pas vu le décret du gouvernement. Même s'il n'a pas vu, même s'il n'était pas destinataire, et ce service de presse ne lui a pas fait comment vous appelez, revue de presse pour au moins lui dire le gouvernement prétend avoir transmis à l'Assemblée et quelles sont les démarches qu'il a effectuées après ça, etc. C'est une question de bonne foi. Donc moi, je me dis, c'est un débat qu'on a voulu politiser. On va me dire que c'est le haut lieu de la politique. Encore que je ne sais pas combien d'entre eux ont fait des écoles politiques pour se prétendre faire de la politique. Bon, à défaut, il tient lieu, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Hein? Mais il faut un effort pour se cultiver, parce que l'État leur donne les moyens de se cultiver. Les partis reçoivent des milliards de nos impôts. Hein? En dehors de ça, donc ils avaient les moyens de se cultiver et de ne pas venir se livrer à ces gens de spectacle qui accentuent le stress au sein des populations. On dit oui, ça chauffe à l'Assemblée, ça va. Oui, c'est vrai, pour moi, journaliste, c'est très bien. Hein? C'est très bien, oui, ça chauffe à l'Assemblée, bras de fer, machin. Mais pour eux, ce n'est pas leur responsabilité de nourrir les gazettes de cette manière-là. Moi, je suis pas, enfin, je suis pas fâché. Si c'est de cette manière-là qu'il veut faire de la politique, bah, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas, comment l'appelle-t-on, faire comme si ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas préparé cette plénière-là. Hein? On a vu, on pourrait faire autrement. Surtout qu'il y a une initiative prise par le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État lui-même a pris une initiative. Ou bien, là aussi, le président de l'Assemblée nationale n'était pas au courant. Il n'a pas vu la rencontre du chef. Et les démocrates disaient, nous avons déposé nos propositions au chef de l'État. Si tant est qu'on veut vraiment construire quelque chose, aboutir à... Le président devait être curieux de savoir, mais qu'est-ce que mes collègues, quand bien même n'ont pas déposé au président de l'Assemblée nationale, il aurait pu les appeler, mais
quelles sont vos propositions par rapport à la loi, là? Puis on nous fait les études. Quel est ce que vous avez déposé au chef de l'État? Si entre-temps, le chef de l'État ne lui a pas informé de ce qu'on lui a déposé, ou alors ce que les démocrates ont déposé, le chef d'État, lui aussi, n'a pas vu. Puis on n'a pas eu de suite par rapport à ça aussi. Et c'est pour ça que je me dis, bon, c'est pas un sujet sérieux. Et dès qu'ils ont fait ce spectacle à l'Assemblée, ils sont retrouvés entre eux pour leur séminaire à Dassa, ou je ne sais pas où. C'est pour ça que je dis que ce sujet-là n'était pas important pour eux. Parce qu'on sait très bien comment l'Assemblée gère les sujets importants qui pourraient déborder en plénière quand on les engage de cette manière-là. Bon, donc voilà, j'attends le prochain spectacle hein, et nous allons commenter. Ça nous fait de la matière, il n'y a pas de souci. Néanmoins, quand vous quittez, vous départissez un peu de votre manteau de journaliste, vous dites, mais après tout, je suis béninois, j'ai vu faire en 2019, ça aboutit à des tueries, à des exils, à des emprisonnements. Pareil en 2020, pareil en 2021. Là, ça vous interpelle en tant qu'homme. Et c'est là où on parle des droits de l'homme et de la démocratie. Hein? Et en ce moment-là, on fait le débat au Bénin pour dire, sommes-nous en démocratie? Et quand on a fini de répondre à ça, on peut donner des leçons aux autres. Ah, voilà. Donc, je pense que, bon, nous sommes dans un théâtre bien organisé avec les scènes qu'on nous délivre par séquence. Mais ça ne présage de rien de bon. Hein. On sait très bien que c'est la majorité qui va définir la monture définitive de la correction. Ça, on le sait. Mais on dit, il faut faire en sorte pour que nous prenions langue avec les opposants. Pendant que nous disons nous voulons prendre langue avec les opposants pour ne pas être les seuls à faire, on dit on n'a pas vu leurs propositions. Mais si vous n'avez pas vu leurs propositions, quelles sont les démarches que vous avez faites pour aller chercher leurs propositions? Maintenant, si on veut faire du rigorisme juridique ou bien du juridisme, si on veut y aller comme ça, pour dire oui, ils sont en retard, on passe outre. Bon, ils n'ont qu'à dérouler leur schéma. Ils n'ont même pas besoin de 72 heures, non? Les dossiers sont là. Ils peuvent même déclarer que c'est en procédure d'urgence. Et séance tenante pour nous sortir le texte définitif et puis le jeu est clos, comme on dit. Comme Arim l'a dit tantôt, le spectacle qu'on a vu pourrait créer comme un stress au sein de la population ou, comme le dirait l'autre, une détresse émotionnelle. Mais l'idée, si on a ce qu'on a vu, ou bien les initiatives de Patrice Talon, c'était vraiment d'aller vers un consensus. Est-ce qu'on peut, dans ce contexte aujourd'hui à Vigile, est-ce qu'on peut trouver ce consensus qui peut amener à des élections apaisées en 2026? Alors, je crois qu'il faut faire la différence entre consensus et consensus. Le consensus que voulait le chef de l'État, en tout cas de mon point de vue, n'est pas celui dont vous parlez. Car ce dont il est question ici, je crois qu'il voulait, et on l'aura su plus tard, qu'il voulait lui un consensus autour de la révision de la Constitution. Et vous l'avez su plus tard avec, disons, la proposition déposée par le député Hassan Sebou qui dit qu'il faudrait que les élections législatives se tiennent avant l'élection présidentielle. Et ça, c'est tout l'honneur de la question. Car même comme le chef de l'État le dit, que ce soit les députés de la 10e législature qui parrainent les candidats à la prochaine présidentielle, ce n'est pas encore un problème. On n'a pas besoin de réviser la Constitution pour obtenir ça. Il suffira juste de faire quelques décalages, quelques recadrages au niveau du code électoral, de date, pour pouvoir obtenir ceci. Mais si il a été nécessaire d'obtenir un consensus, je pense que le consensus est beaucoup plus autour de la révision de la Constitution parce qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de consensus. Et ceux-là, quand je dis ceux-là, je veux parler des acteurs de la mouvance, ne nous ont pas habitués à un consensus avant d'obtenir ce qu'ils ont. Maintenant, ce n'est pas mal de revenir à de meilleurs sentiments, de changer. Il n'y a que les imbéciles, dit-on, qui ne changent. Mais pour moi, si le chef de l'État a été obligé de recourir donc à ce qu'il a appelé concertation là, alors que la décision de la Cour constitutionnelle ne le concernait aucunement, il se dépêche alors que les acteurs les premiers concernés eux-mêmes
n'avait même pas encore fini de prendre connaissance, de se décider par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à cette décision de la Cour constitutionnelle-là, s'il se dépêche d'appeler les uns les autres et d'organiser une concertation, c'est bel et bien parce qu'il a un intérêt particulier. Et semble-t-il, quand vous voyez les actes qui se sont succédés plus tard, notamment la proposition déposée immédiatement et rapidement par le député Hassan Sebou, qui plus tard ne l'a pas caché, a dit qu'il a discuté avec le même chef de l'État, qui, peut-être c'est prévu, a dit au cours de sa conférence de presse qu'il ne voudrait pas qu'on note une seule virgule de la Constitution. Voyez-vous, quand on entend tout ça, eh bien, on peut situer bel et bien où se trouve la vérité entre lui et Hassan Sebou. Donc, pour moi, ce qui se joue, le consensus dont on parle, c'est beaucoup plus autour de la révision de la Constitution et non autour du code électoral. Et même si ils étaient sincères dans cette recherche de consensus, c'est beaucoup plus un affichage, un message qu'on veut envoyer surtout à la communauté internationale après tout ce que Arimi Choubani a rappelé tantôt, à savoir les tueries de 2019 et de 2021, par exemple. Tout juste après cette ouverture manquée, on allait dire, on a vu que les députés du parti, les démocrates, ont organisé une conférence de presse pendant laquelle ils ont relevé un certain nombre d'incohérences ou même de pièges qui pourraient conduire à des exclusions comme ce qu'on a connu par le passé en 2019. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin encore d'une élection exclusive? Parce que si on observe la configuration actuelle, les députés de la mouvance ont la majorité, au moins une majorité mécanique, et qui leur permet de faire passer leur code électoral en l'état, si on peut s'exprimer comme ça. Arimé. Non, s'il doit y avoir exclusion, en fait, c'est le. Comment appelle-t-on? Ça dit qu'on demande à la minorité d'aider à ce qu'on l'exclue pour les prochaines élections. Ça dit s'il n'y avait pas la révision de la Constitution, les démocrates ne pourraient pas être exclus. Or, on ne peut pas faire la révision sans eux parce qu'ils ont la minorité de blocage ou sans l'aide de certains d'entre eux. Vous comprenez? Alors donc, bon, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit on ne comprend pas le jeu trop ou flou du chef de l'État. Si ce n'est que pour réviser le code électoral, il n'avait même pas besoin d'inviter les démocrates à une concertation. Or, il les invite et après il dit que sur le plan moral, que ce n'est pas bien, que ceux qui ne sont même plus députés, enfin, qui sont presque à la fin, parrainent. Hein? Or, ce qui est dit là ne peut pas être fait sans réviser la Constitution. Il dit même, si vous voulez réduire mon mandat, moi je suis prêt. On ne peut pas réduire son mandat sans toucher la Constitution. Et il dit tout ça, il dit, moi je n'ai pas demandé de réviser. Vous savez, on se retrouverait dans un amphithéâtre où les opposants font la thèse, l'antithèse, la synthèse, son avis. Bon, on ne comprend plus très bien. Hein? Est-ce que le chef d'État veut engager une nouvelle répression ou veut prendre une décision? Puisqu'il est élu pour prendre les décisions. Hein? Et il veut engager, si c'est pour engager une nouvelle réflexion sur la nature des parraineurs, ou je ne sais pas. Hein? Ça n'a rien à voir avec le problème posé par la Cour constitutionnelle, à savoir corriger le code électoral. Hein? Donc aujourd'hui, vous avez vu, mon ami Olivier dit il y a révision, il y a correction. Hein? La plénière qui était appelée, bon, c'est vrai, c'est pour parler de l'ordre du jour en général, donc de tous les tests, choses. Mais les démocrates ne sont pas dans une logique de révision. Ils l'ont toujours dit, ils n'ont pas déposé de proposition de révision. La proposition de révision de la Constitution, c'est seulement un député de la mouvance, hein,
qui a déposé et que le bureau de l'Assemblée nationale ou la conférence des présidents s'est dépêché à près de 99% composé de la mouvance, s'est dépêché d'enrôler. Ça, le président a vite vu ça là, et puis la conférence des présidents l'a vite enrôlé, et puis ça passe. Hein? Mais pour comment appelle-t-on, la correction du code électoral, bon, c'est là où ça coince, où on veut nous faire croire qu'il y a un problème, qu'il y a tension. Bon, donc ça dit qu'il y a un débat pas très clair qui est mené au palais. Il y a une désinvolture au Pêchois et ça nous plonge dans une sorte de crise artificielle et ça nous plonge effectivement dans ce qu'on avait vu, la dilettance avec laquelle on traîne les sujets jusqu'à ce que, bon, après, ça devient des affrontements, ça devient une véritable crise. Hein, alors que, parce que vous savez, la révision de la Constitution, on nous dit que oui, c'est parce que la Cour a rendu une décision, il faut sortir de l'imbroglio et puis l'honorable Assane va sortir un texte. Mais ce n'est pas vrai. La révision de la Constitution a été annoncée depuis mars 2023 par le président de l'Assemblée nationale, encore lui. Puis après, on l'a vu dans un autre rôle avec leur réunion de concertation avec les institutions où il a parlé d'assemblée constituante. On a entendu dire ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la décision de la Cour constitutionnelle. C'est un projet qui était, un dessin qui était arrêté depuis très longtemps. Il ne restait que le moment de déclencher. Et c'est à l'occasion de la correction du code électoral qu'on nous fait un débat sur la révision de la Constitution. Hein? C'est ce mélange-là qui donne aujourd'hui l'impression que, bon, il y a couteau tiré. Il n'y a pas de couteau tiré. Il y a une théâtralisation d'une décision de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si la Cour constitutionnelle aussi rentre dans le schéma. Hein? Parce que l'ami Béron, l'ami de Vigile, qui aurait déposé un recours qui a permis à la Cour de lancer la boutade autour de laquelle tout le monde court à ce moment-là. Bon, pour moi, c'est un spectacle. Hein? Maintenant, bon, si les acteurs se sentent à l'aise dedans, on les observe, c'est tout. De façon globale, si à écouter les démocrates lors de leur conférence de presse, il semble que la structure actuelle du code électoral, on a une implication trop grande de l'administration, si on peut s'exprimer comme ça. Par exemple, les notions de quitus fiscal, tout ça. Et parmi les propositions faites par les démocrates, ils ont dit de réduire la caution pour l'élection présidentielle de 50 millions à 20 millions. Et entre autres, pour l'attribution des sièges, les démocrates proposaient qu'on passe de 10% à 5%. Mais si on regarde, on peut imaginer que c'est des propositions qui sont quand même raisonnables pour le Bénin. Est-ce que, selon vos vigiles, vous pensez que les amis d'en face ou bien les mouvanciers vont adhérer à ces propositions? Non, les connaissants, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et quand vous connaissez l'essence même disons, de cette disposition-là, je cite encore pêle-mêle la caution. Souvenez-vous que la caution a été même à un moment donné portée à 250 millions de francs CFA. Vous êtes au Canada, je ne sais pas si même là-bas la caution est à ce coût-là. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde où on paye une telle caution avant d'être ramené à 50 millions. Donc, c'est pareil pour le quitus fiscal. Le quitus fiscal, a priori, on ne devrait rien avoir contre celui qui veut diriger le pouvoir, qui veut occuper un poste de député ou président de la République doit être exemplaire, tout au moins sur le plan des impôts qu'il entend venir gérer. On est d'accord là-dessus, on ne peut qu'être d'accord là-dessus. Mais quand le quitus fiscal devient une arme d'exclusion, et cela a été prouvé, sauf pour quelques personnes de mauvaise foi qui continuent à justifier ceci ou cela, ça a été instrumentalisé contre les adversaires politiques du pouvoir. Et donc, en l'état, cela ne peut pas être accepté. Et ce sont encore les mêmes acteurs qui sont là. C'est d'ailleurs les bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces exclusions qui sont là, qui doivent pouvoir décider. Est-ce qu'ils vont décider contre eux?
a priori, vous avez votre réponse, c'est non. Donc, je ne les vois pas reculer et le prétexte est tout trouvé. Vous entendez ça déjà dans les conversations. Eh bien, s'ils ne cèdent pas, les démocrates, je veux dire, sur la révision de la Constitution, eh bien, eux non plus ne céderont sur rien, en tout cas pas sur les genres de propositions qu'ils font sur le code électoral. Ils auront même à voir un peu une mixitude de la nivaquine. Hein. On entend dire, et il faut le dire clairement, on entend dire que même le parrainage, le taux de parrainage va être porté à 20 députés, en tout cas à 20, députés ou maires, n'est-ce pas? Donc, quand vous entendez ce genre de choses, et les connaissants, n'est-ce pas? Si c'est la règle de l'exclusion qui prévaut, qui va continuer à prévaloir, je ne les vois pas démordre là-dessus. Et c'est là où le chef de l'État va se faire prendre à son propre jeu, parce que tout le monde sait qui est le chef de cette mouvance, qui est le chef de file de la mouvance. C'est lui, encore une fois. Donc, c'est lui qui est le patron de l'UP, dit clairement les choses. C'est lui qui est le patron du BR. Il a appelé à la concertation. Il doit continuer son rôle en allant, n'est-ce pas, dans le sens de l'apaisement, en allant dans le sens des élections inclusives. Et cela passe par l'adhésion à une bonne partie des propositions donc des démocrates. Et cela n'a rien à voir du tout avec la politique. Les propositions que font les démocrates, ce n'est même pas pour eux seuls. Il y a plein de partis politiques qui sont en dehors de l'hémicycle et qui, si les règles restent en l'état, vont continuer à être exclus. Et donc, on ne sait pas d'ici 2026 qui sont les partis qui vont émerger. Peut-être vous-même, vous serez candidat, peut-être arrivé, vous serez candidat, je ne sais pas. Donc, ça peut frapper quiconque. Je veux dire, ce n'est pas un combat des démocrates. Maintenant, les mouvanciers ont approuvé leur bonne foi ou non. Donc, encore une fois, devant l'opinion nationale. Tous ces éléments, on s'achemine vers comme ce soit difficile d'avoir une entente entre la mouvance et puis l'opposition sur ces questions. Est-ce que, on sait qu'actuellement, on a quand même deux anciens présidents de la Cour constitutionnelle qui sont encore là, qui ont l'expérience, ou est-ce qu'on peut aller faire comme un arbitrage avec des personnes qui sont plus ou moins impartiales et qui peuvent apporter un regard un peu neutre sur la situation arrivée? On a aussi les anciens présidents de l'Assemblée qui sont là aussi, qui ne sont pas qui ne sont plus au premier plan de la vie politique. Non, écoutez, c'est une crise qui est déjà programmée. Hein? Ce n'est pas un truc qui me tombe sur la tête. Hein? Je vous ai dit, il y a les mécanismes qui ont commencé depuis l'investiture du président de l'Assemblée nationale, où la révision a été annoncée. Hein? Puis après, il y a eu d'autres actes qui ont montré clairement que le clan du parti Talon veut réviser. Après, il y a eu comment appelle-t-on, le prétexte de la décision de la Cour. Sinon, comment on peut, parce qu'on a dit de corriger le code électoral, on nous fait un débat sur la révision. Hein? On a qu'à annuler le débat et on met les deux dans une même, comment vous appelez, session extraordinaire. Hein? On met les deux sur la session. On a dit corriger le code électoral. Et donc, si vous ne nous aidez pas à réviser, nous n'allons pas céder sur le code. C'est une crise fabriquée, c'est une... je ne sais pas si c'est du chantage, mais bon. Et les autres disent, nous, on ne révise pas. Alors, où quelle médiation là? C'est une crise programmée. La mouvance veut réviser, mais ne peut pas réviser sans la minorité de blocage. Et tout est parti de là. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose en jeu, on ramène le projet de révision comme arme de négociation. Comment on peut prendre... les autres disent, bah, écoutez, vous ne pouvez pas me forcer la main. On dit de toutes les façons, on aura vos députés. Mais si vous refusez, on va les débaucher. On en a entendu. Hein? Et les autres, ça crée la psychose, ils s'organisent, ils font de la défensive. Et c'est à ça qu'on assiste. Sinon, la révision était déjà un projet en projet depuis très longtemps. Et la décision de la Cour est intervenue juste en janvier dernier.
Et on fait comme si, oui, c'est la Cour qui a demandé la révision. La Cour n'a jamais demandé la révision. La Cour a demandé de corriger votre code parce qu'il y a des, des, des incohérences. Hein? Au lieu d'aller corriger les incohérences, on dit non. Avant qu'on le corrige, la minorité doit nous accorder la révision. Le schéma est à ce niveau-là. Maintenant, quel juste milieu? Les deux dossiers n'ont rien à voir ensemble. Hein? Et, et c'est pour ça que j'écoute, je réécoute la déclaration du chef d'État, je ne me retrouve pas. Hein? Tantôt, il dit, je ne veux pas de la révision. Et dans le même temps, il estime que, bon, on peut même modifier son mandat. On peut réduire ça, son mandat. Comment on peut réduire son mandat à lui sans réviser la Constitution? Il dit, si on révise, que lui, il est d'accord. Et dans le même temps, il dit, il n'est pas d'accord pour la révision de la Constitution. Alors, quel est le message qu'on retient? Parce que pour qu'un médiateur entre dans celle, qu'on sache là où il y a la pomme de discorde. Mais ici, il n'y a pas de pomme de discorde. Je ne vois pas ce qui... Oui, c'est vrai que les démocrates peuvent faire des propositions pour corriger, ils peuvent profiter de l'ouverture qui est faite sur la révision du code. Ils n'ont même pas besoin d'attendre ça pour déposer des amendements au code. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Hein? Et même, on ne comprend pas, maintenant qu'on a demandé la correction du code, qu'on introduise le débat de la révision qui tournait, que personne ne sait comment introduire. Vlam, on trouve que bon, maintenant il faut introduire. D'accord, ils veulent réviser la Constitution, mais il ne faut pas qu'on associe ça forcément hein, à la correction. D'ailleurs, même aujourd'hui, on dit révision du code, révision de la Constitution, parce que ça rime. Hein? Alors qu'en réalité, c'est une correction qu'on demande au code et les autres, la mouvance veut sa révision de constitution pour y introduire, bon, c'est pas très bien, parce qu'aujourd'hui, on parle de questions de parrainage, mais au fur et à mesure, on verra très bien, bon, là où on veut aller. Ah. Donc, une fois que la crise est artificielle, vous avez beau désirer un médiateur, ceux qui veulent, ils savent là où ils veulent aller. Hein? Ceux qui ont enclenché les processus savent là où ils veulent aller. Pas, je ne sais pas si... Et pour la plupart des médiateurs, ils sont mouvancés aujourd'hui. Hein? Pour la plupart, je ne dis pas eux tous. Hein, c'est vrai que les anciens présidents de Cour constitutionnelle, on les entend de plus en plus critiques vis-à-vis du régime. Bon, maintenant, en dehors de ça, parce qu'on a même vu un dialogue national dans ce pays qui a été un dialogue essentiellement pour prendre en compte les vues de la majorité. Enfin, c'était un dialogue de la majorité qu'on a transformé en dialogue national et qui a été le prétexte pour la révision de la Constitution. Et aujourd'hui, on trouve que cette Constitution est truffée de non-sens, de contradictions, et on en est là aujourd'hui. Sur toute autre question, on a appris ce mois que le Bénin a mobilisé avec succès sur le marché international 750 millions de dollars